Ce titre, on y arrive, avec un peu d'obstination, on y arrive. Ce titre, une guerre coloniale, choisi parmi quelques autres possibles, ça pouvait être aussi par exemple la guerre de tous les records, j'y reviendrai parce que c'est un point qui est particulièrement important également, notamment sur le plan comparatif, mais une guerre coloniale, ça me semble important à mettre en avant pour une raison générale, qui est d'abord celle de comprendre et de caractériser le conflit qui se passe, qui n'est pas une guerre entre deux armées, mais qui est une guerre entre une population et une armée d'occupation. Alors appelons ça une guerre par facilité, par convenance, mais ayant conscience que ça n'est pas exactement ce que l'on qualifie en général sous la forme avec le mot guerre. Mais c'est le terme colonial qui me semble important, notamment parce qu'il permet de prendre quelques distances avec un poncif qui est très généralement avancé, qui est que Israël est une démocratie et que, à ce titre, Israël mérite le soutien des autres démocraties. On se fonde généralement, de façon explicite ou de façon sous-entendue, sur l'exemple, sur le précédent de la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne qui a été le moment où les dictatures ont soutenu les apprentis dictateurs, mais où les démocraties ont laissé tomber les démocrates, c'est-à-dire les républicains espagnols. Cette invocation du précédent de la guerre d'Espagne sert à prendre une pause avantageuse. On est du côté des républicains espagnols, donc du bon côté de l'histoire, et on avance là le modèle politique israélien en tant que modèle démocratique dans un environnement qui ne l'est pas, voire qui est franchement dictatorial. C'est sous une forme imagée à l'israélienne, ce que disait par exemple Ehud Barak, alors Premier ministre, dans une interview qu'il donnait au New York Times, enfin au supplément dominical du New York Times, en parlant d'Israël comme une villa dans la jungle. Ehud Barak, l'homme qui avait négocié Camp David, qui était, disons, drapé dans une sorte de manteau de vertu pacifique, que l'on présentait comme la gauche travailliste, enfin ouverte à la négociation. Voilà comment il voit les choses. Israël est un lieu de civilisation à protéger contre les assauts des bêtes sauvages qui peuplent la jungle. C'est une représentation très israélienne, en tout cas très dominante en Israël. Évidemment, ce n'est pas la représentation de tous les Israéliens, heureusement, mais c'est tout de même une vision assez largement partagée là-bas. Donc, que ce soit dans cette représentation brutale à l'israélienne, ou sous une forme un peu plus ronde, un peu plus acceptable, on met en avant les vertus démocratiques d'un pays dans lequel il y a une liberté d'association, une liberté d'expression. D'ailleurs, combien de fois n'entend-on pas des soutiens d'Israël expliquer que la critique qui est exprimée en Israël à l'encontre de la politique israélienne est bien plus féroce en Israël qu'elle ne l'est ailleurs. On ne se fait pas de cadeaux, on y va franchement. Oui, il y a du vrai là-dedans, sauf pour un point, la colonisation précisément. La colonisation de la Palestine, la réduction des Palestiniens à des sujets de la colonisation, qui, elle, fait assez largement consensus, et par exemple, n'avait que très peu, voire pas du tout de place dans les grandes manifestations anti-Netanyahou, au moment de ce qu'il est convenu d'appeler la réforme judiciaire, c'est-à-dire la marginalisation de la Cour suprême et le renforcement du pouvoir du Parlement, qui pouvait passer par-dessus selon la réforme voulue par Netanyahou, qui pouvait passer par-dessus les ordonnances, les décisions de la Cour suprême, ce qui mettait en péril, en effet, les droits démocratiques des Israéliens, mais surtout, et d'ailleurs avant tout, les droits démocratiques des Israéliens juifs. Pour eux, il y avait en effet une menace. Pour les autres, il n'y avait rien de changé, parce que de toute façon,
la Cour suprême a servi principalement à légaliser, à quelques exceptions près, mais qui sont vraiment des détails par rapport à un ensemble massif, qui a d'abord servi à légaliser la dépossession coloniale de la Cisjordanie, le blocus de Gaza, bref, cette guerre coloniale précisément que mènent les Israéliens, mais à l'abri, disons, de cet étiquetage démocratique qu'il s'agit de mettre en question. Et si il s'agit de trouver le mot qui caractérise Israël ne peut pas être, par exemple, décrit comme une dictature façon, par exemple, la dictature iranienne. Ça n'est pas la même chose. Israël ne tire pas sur sa propre population, elle tire sur la population assujettie, conquise, mais pas sur sa propre population qui a en effet le droit de s'exprimer. Si bien qu'il me semble que ce qui doit caractériser Israël, c'est le terme de république coloniale. Israël est une démocratie pour les Juifs et un pouvoir colonial pour les autres. Ça me semble rendre compte de façon assez loyale vis-à-vis de la vérité politique. Ça me semble rendre compte de la réalité israélienne. Et par ailleurs, il me semble qu'il est aussi intéressant de revenir un petit peu en arrière sur la manière dont le sionisme, historiquement, se présente. Le sionisme a ceci de particularité, de particulier, peut-être avec le discours des colons qui sont partis à la conquête de l'Amérique au XVIIe siècle, et encore, disons, ils peuvent s'en rapprocher, mais ils s'en différencient néanmoins. Le sionisme a ceci de particulier qu'il se présente comme un projet d'émancipation nationale qui prend la forme d'un projet colonial. Il est les deux à la fois. Il prétend affranchir les Juifs de toutes les formes de tutelle politique et donner une existence politique aux Juifs en secouant la tutelle coloniale britannique sur la Palestine. À ce titre, on peut lire que c'était une sorte de mouvement de libération nationale, qu'il convient tout de même de nuancer, parce que c'est un mouvement de libération nationale qui n'est pas né au sein de la population juive de Palestine. C'est un mouvement de libération nationale qui est né en dehors du territoire qu'il entendait libérer. C'est-à-dire qu'il est né en Europe à destination de la Palestine. Ça, c'est une originalité, disons, topographique qu'il est quand même intéressant de relever parce que les Juifs de Palestine n'étaient pas sionistes. Les Juifs de Palestine entendaient continuer à vivre comme ils avaient vécu de manière immémoriale en Palestine, dans l'ensemble, en très bonne intelligence, avec leurs différents voisins, arabes chrétiens, arabes musulmans, arabes sans religion, etc. Eux-mêmes étant des arabes juifs, naturellement. Donc c'est de l'extérieur que ce mouvement de libération nationale entend libérer la nation en secouant le joug colonial. Et par ailleurs, si on se réfère au texte originel, disons à l'inventeur, au texte dû à l'inventeur du sionisme politique, c'est-à-dire Theodor Herzl, il est clair que la démarche coloniale est absolument centrale. On parle de colons, on parle de coloniser les terres. À l'époque, on ne prend pas de gants pour désigner ce qui est l'évidence même. On est en plein, disons, au début du déclin, mais ça on ne sait qu'après, on est dans une forme d'apogée des empires coloniaux de l'époque, dans les années 20 du XXe siècle, et il n'y a absolument aucune retenue à utiliser des mots tels que colon et colonisation. Et le résultat de cela, c'est quelque chose d'assez unique, c'est-à-dire c'est une situation du fait que le sionisme se présente comme une libération d'une terre à reconquérir après 2000 ans d'absence, donc à recoloniser, ça donne lieu à une position très singulière qui explique, je crois, une partie de cette espèce de bonne foi en béton armé qui résiste à la réalité parce qu'elle est enfermée dans un discours, c'est que le colon se prend pour le véritable indigène et imagine que le squatteur, que l'autochtone est un squatteur.
Il n'y a pas d'aventure coloniale, et en cela, on se sépare de ce qui s'est passé dans ce qui allait devenir les États-Unis d'Amérique, ou l'Australie, ou la Nouvelle-Zélande, ou l'Afrique du Sud. Enfin, ils ont ces différentes conquêtes coloniales de peuplement que l'on a vues, qui peuvent se comparer, pour une part, à la conquête sioniste de la Palestine, mais à aucun moment les colons ne se prenaient pour les indigènes. La confusion, et donc pouvaient considérer que les autochtones étaient des squatteurs. Aujourd'hui encore, on entend, alors évidemment c'est dans la bouche de brutes épaisses comme Meyer Habib, ou des gens de cette Akabila qui expliquent qu'il n'y a pas de colons juifs en Palestine, que ça ne peut pas exister, que les juifs sont chez eux en Palestine, sous-entendu, ils sont les véritables indigènes. Et il y a des occupants, en effet, il y a une occupation, mais ce sont les Palestiniens qui sont les occupants. Et cette façon de renverser totalement les appellations, les dénominations, les significations, donc la manière de décrire la situation, ça c'est vraiment très caractéristique de ce qui se passe là-bas. Donc un pays qui pratique de fait l'apartheid comme sous une forme absolument évidente, l'apartheid qui va évidemment avec la colonisation, et notamment avec la colonisation de peuplement. Ce terme apartheid est bien souvent perçu comme une sorte d'insulte, une volonté de diffamer, de délégitimer, pour prendre le vocabulaire israélien, le régime, le gouvernement israélien. Mais enfin, il suffit de voir les différents régimes juridiques qui sont, dans lesquels sont assignés les Palestiniens sous autorité israélienne. Je rappelle, enfin je pense que je n'ai pas besoin de le rappeler, mais je l'indique, disons, ici tout le monde est bien conscient qu'il y a une seule autorité qui s'exerce entre le fleuve et la mer, on dit, entre le Jourdain et la Méditerranée, entre le Liban et l'Égypte. Sur donc ce territoire qui est la Palestine de l'époque mandataire, qui regroupe l'ensemble de ce territoire historique. De la Palestine, il y a une seule monnaie, il y a un seul indicatif téléphonique, il y a un seul système bancaire, un seul système judiciaire, une seule police, une seule armée. Il y a donc une seule autorité politique avec tous les pouvoirs régaliens qui relèvent de cette autorité politique. Donc il y a une autorité politique, mais il y a 5 régimes juridiques différents pour les Palestiniens, entre les Palestiniens israéliens qui bénéficient du maximum de droits politiques parmi leurs confrères, leurs concitoyens palestiniens. Ils ont notamment, et c'est ce qui permet un certain égarement dans la défense d'Israël, ils bénéficient des droits politiques de façon intégrale, jusqu'à avoir des députés, un juge de la Cour suprême, ou que sais-je encore. Enfin, les Palestiniens, ou disons les Arabes israéliens, ou les Arabes de 48. Ça, mais dans la vie quotidienne, les droits civils, les droits sociaux sont très différents, puisqu'ils ne font pas le service militaire, que l'accès au crédit, l'accès à l'habitat, le fait de pouvoir déménager, s'installer ici ou là, ne leur est pas possible. Donc s'il y a en effet une égalité de droits politiques, la réalité de leurs droits civiques et sociaux est tout autre. Elle est très nettement en dessous, et notamment depuis la loi de juillet 2018, sur la loi dite sur l'État-nation du peuple juif, qui réserve aux seuls juifs le droit à l'autodétermination, et donc qui, par ailleurs, descend le niveau de légitimité de la langue arabe, qui n'est plus langue nationale, et un certain nombre de choses de ce type qui sont destinées à matérialiser, à concrétiser les différences juridiques, politiques existant entre la population juive et la population non juive d'Israël, donc pour l'essentiel la population palestinienne, arabe d'Israël. Et ça, c'est dans le régime le plus favorisé, le plus... dans lequel
lequel, par exemple, les Palestiniens peuvent connaître une certaine réussite sociale, dont on a pu constater d'ailleurs l'existence au moment de l'épidémie de Covid, quand on s'est aperçu qu'un grand nombre des médecins et des pharmaciens en Israël étaient des Palestiniens, et que sans les Palestiniens, les hôpitaux israéliens étaient largement débordés par l'épidémie, et que donc, y compris donc, dans les chefferies de service, dans les services d'urgence, pas seulement dans les pharmacies périphériques. Donc il y a eu une certaine prise de conscience de l'importance de la Palestine, mais prise de conscience d'une certaine manière qui venait renforcer la légitimité israélienne. Regardez, l'intégration se fonctionne très bien. D'où le fait qu'il faut se séparer. D'ailleurs, il y a une sorte de paradoxe qui est généralement, je fais ici une petite parenthèse, un petit écart par rapport au fil de mon propos, car j'ai remarqué qu'à chaque fois, comme par exemple pour ce qui concerne la ville de Haïfa, anciennement ville communiste, dans laquelle les communautés, les sociétés, les populations juives et palestiniennes sont les plus rapprochées, sont les plus intégrées, eh bien, cette coexistence, cette cohabitation, cette harmonie de peuplement dans cette région est souvent montrée comme étant la preuve que si on est séparés, on sera mieux. Comme s'il y avait une relation de cause à effet, alors que précisément c'est dans la cohabitation, la coexistence, le voisinage harmonieux qu'on est mieux et non pas dans une séparation où sur une base ethnique on va décider qu'un tel doit habiter ici et un autre doit habiter là. Et ça, disons, c'est le partisan d'un État commun ou d'un État unique sur l'ensemble de la Palestine mandataire qui s'exprime, c'est-à-dire, moi en l'occurrence, qui conteste, enfin qui pense que la solution dite à deux États est périmée depuis maintenant assez longtemps. Mais je ferme la parenthèse pour continuer mon propos sur ces différents régimes juridiques et le clan. Les Palestiniens de la zone A, ceux de la zone B, ceux de la zone C, les Palestiniens de Gaza connaissent là aussi des régimes différents pour chacun d'entre eux. Les Palestiniens de Gaza, on a bien vu le sort qui leur est réservé, des charmes, la valise ou le cercueil, en gros, c'est ça. Pour les autres, c'est l'oppression, la terreur, l'asphyxie, l'étranglement, à des degrés divers, selon qu'ils sont en zone A, c'est-à-dire sous contrôle, sous autorité théorique de l'autorité palestinienne, ou en zone B, zone intermédiaire, ou en zone C, zone israélienne, dont Josiane nous disait qu'elle est maintenant à peu près libre, entre guillemets, de toute population arabe. C'est la zone rurale, ce sont les terres fertiles, celles qui intéressent les Israéliens, celles qui représentent de la ressource, qui leur permet d'ailleurs d'utiliser l'eau qui détourne des populations palestiniennes pour les mettre en culture, pour les exploiter à leur guise. Donc il y a une série de régimes juridiques, et en Cisjordanie, pour le dire clairement, les Palestiniens n'ont aucun droit et les colons israéliens ont tous les droits. Là, c'est sans doute la situation la plus simple. Tous les droits, je dis bien tous les droits, y compris le droit de vie et de mort. Là, on a encore vu aujourd'hui même des colons qui se sont pris à un village en détruisant les maisons. Il y a des morts toutes les semaines, voire à un certain moment tous les jours. Aucune poursuite. La mise à mort d'un Palestinien par un Israélien vaut à celui-ci au mieux une nuit au poste, et encore, disons, une garde à vue de 12 heures, et ensuite on est relâché. Il ne se passe rien, puisque c'est toujours sur le régime de la légitime défense que ce genre d'incident se produit, en tout cas selon la version officielle qui en est donnée. Donc ce régime d'asphyxie, il prend plusieurs formes. Il y a encore quelques jours de cela, l'armée israélienne a fait une incursion dans l'université de Birzeit, qui projetait, où il y avait une projection du film justement sur la petite Lynn Rajab, donc une manifestation d'étudiants en solidarité avec les prisonniers palestiniens. Et je dis prisonniers
pourrait dire les prisonniers et les otages palestiniens. Il serait bon, car il y a toute une guerre lexicale qui est engagée, et il y a à peu près 10 000 Palestiniens qui sont détenus sans aucune charge, et qui ne servent de rien d'autre qu'une monnaie d'échange, d'une mine de renseignements sur la marche des sociétés, sur la situation en Palestine, mais qui n'ont commis aucun délit et qui sont arrêtés dans des rafles. Ces rafles que semble apprécier Arnaud Klarsfeld par ailleurs, mais ces rafles qui méritent le nom de rafles parce que c'est vraiment sur un régime de peur, d'angoisse constante, de menace d'être raflé et détenu pendant une période indéterminée. Merci, je cherchais le mot. C'est-à-dire 6 mois renouvelables indéfiniment, et il y en a qui restent des années comme ça en prison, et qui puissaient dans des conditions de détention épouvantables. Parmi donc les gracieusetés dont nous gratifient les autorités israéliennes, on a appris récemment qu'il y a plus de 100 personnes, plus de 100 Palestiniens de Gaza, cette fois-ci, qui sont morts sous la torture en Israël. Voilà ce qu'on peut appeler le régime démocratique israélien. Des milliers de détenus qui sont détenus dans des conditions d'humiliation, de violence, de promiscuité littéralement infernale. La pratique, non pas systématique, mais assez libre de la torture. Et lorsque on avait vu des colons, enfin des manifestants d'extrême droite, venir investir un centre de torture dans lequel avaient été arrêtés 2 soldats qui avaient violé les Palestiniens à coups de bâton. Eh bien, le simple fait de les avoir détenus pour un éventuel jugement a valu à ce centre d'être investi par des colons, par des manifestants, d'extrême droite, qui ont pu rentrer dans ce lieu hautement surveillé, ce qui montre qu'ils avaient évidemment des accointances avec la police ou l'armée, enfin je ne sais quel corps qui surveillait cet endroit, ce détaillement, qui était une prison de haute sécurité. Voilà, donc l'apartheid est une réalité tangible sur laquelle il n'y a absolument aucune discussion autre que simplement celle qui consiste à défendre à tout prix, à tout craint, quels que soient les arguments, le régime israélien et ses modalités d'exercice de l'autorité sur le territoire qu'il contrôle. Donc l'apartheid est une réalité. Donc il faut contester de façon méthodique le qualificatif avantageux de démocratie, car démocratie et apartheid ne sont pas compatibles, comme ne devraient pas être compatibles d'ailleurs démocratie et colonialisme. Mais notre passé colonial est tel qu'il y a hésitation là-dessus, surtout que notre passé colonial il se joue dans l'imaginaire pour l'essentiel dans le Maghreb et pour l'essentiel du Maghreb en Algérie, c'est-à-dire avec des Arabes aussi. Donc il y a là un petit choc mental qui fait qu'en France, on est quand même particulièrement enclin à mettre en avant cette caractéristique démocratique contestée par des Arabes en Algérie qui nous ont fichus dehors parce que la démocratie ne leur convenait pas. La démocratie à la française en Algérie, je ne m'étends pas là-dessus, elle ressemble fort à la démocratie à l'israélienne dans les territoires palestiniens. Voilà donc pour cette question je ne rentrerai pas dans la question du génocide. Je pense que les arguments qui ont été avancés par la commission d'enquête des Nations Unies, par différentes organisations de défense des droits de l'homme, en particulier Amnesty International et Human Rights Watch, qui ne sont pas n'importe quelles organisations, mais également par des organisations israéliennes, par 2 grands historiens spécialistes de la Shoah. Enfin, j'ai mis 2 noms de 2 grands historiens, mais il y en a plus de 2. J'ai ce nom en tête, Amos Goldberg et
Omer Bartov, l'autre historien spécialiste de la Shoah et du nazisme plus généralement, et qui ont décrit des sociétés qui ressemblaient aux sociétés allemandes, à la société allemande, pardon, je vais un peu trop vite, qui ont décrit la société israélienne, notamment Omer Bartov, dans un texte, une conférence absolument saisissant, décrivant la société israélienne comme lui évoquant une société qu'il a particulièrement étudiée, à savoir la société en voie de se nazifier en Allemagne dans les années 30. Alors, les comparaisons ont leurs valeurs, ont leurs limites, il ne faut pas les pousser trop loin. Israël n'est pas le Troisième Reich, n'a pas les ambitions de soumettre un continent entier à ses lois raciales. Ne perdons pas la tête, probablement. En revanche, ça reste à prouver. disons, je pense qu'ils n'en ont ni les moyens ni l'ambition. En revanche, les lois raciales sur le territoire de la Palestine mandataire, alors ça, oui, indiscutablement, c'est évidemment ce qui est à l'ordre du jour. C'est aussi ce qui permet d'expliquer cette conception coloniale, c'est ce qui permet d'expliquer la férocité démente avec laquelle a été conduite la riposte aux attentats du 7 octobre, attentats, donc je rappelle le bilan, 1200 morts, dont 800 civils, probablement 100 à 150 morts parmi ces 800 civils dus à la première riposte israélienne, donc aux attaques d'hélicoptères et de chars sur des lieux où on ne pouvait pas facilement différencier les Israéliens des Palestiniens de Gaza qui avaient forcé les barrières et étaient rentrés dans la zone des kibbutz. Donc, c'est important, mais disons, il y a là des crimes de guerre qui ont été commis indiscutablement, et je n'entrerai pas dans la discussion, même si dans le débat on peut y venir. Pour moi, ça n'est pas un tabou, mais c'est un sujet, disons, qui demande un développement particulier, sur le fait que, est-ce qu'il s'agissait d'un acte de résistance ou d'un acte de terreur. Personnellement, je considère qu'un acte de terreur peut être un acte de résistance sans cesser d'être un acte de terreur. Et en ce sens, il est condamnable. Et le fait de se présenter comme résistant ne signifie pas qu'on a tous les droits et que tout ce que l'on fait doit être protégé par ce label vertueux de résistant. Et voilà, je dis pour l'essentiel ce que je pense de cela, et que le Hamas n'a certainement pas rendu service aux Palestiniens en se livrant à ces exactions. Reste à savoir quel était le projet qu'il poursuivait en menant cette opération. Il y a des interprétations contradictoires, je me garderai de trancher. Je signerai simplement que dans un document récent, le Hamas a revendiqué l'intégralité des opérations menées le 7 octobre, c'est-à-dire pas seulement les attaques parfaitement légitimes contre les soldats et les policiers qui ont été tués, ils sont au nombre de 400, mais également contre les autres types de populations qui ont été attaquées. Et là, ça pose quand même un sérieux problème politique et éthique qu'il ne faut pas balancer par-dessus bord comme ça. Cela étant, la riposte a été, qui n'était pas le droit de se défendre, là encore, on le voit, enfin, moi je croyais vivre dans un cauchemar quand j'entendais cette invocation constante d'un droit de se défendre, comme si une puissance occupante avait en plus non seulement le droit d'occuper, mais le droit de se considérer en légitime défense face à un soulèvement armé de la population occupée. Là, il y avait quelque chose d'insensé. Enfin, on a l'impression d'être 100 ans en arrière, à l'apogée de l'époque coloniale. Là encore, donc l'impensée coloniale qui ne caractérise pas seulement les autorités françaises, mais en gros l'essentiel de ce qu'on appelle l'Occident démocratique, qui a quand même un lourd passé colonial, en tout cas pour une bonne partie de ses composantes. Alors on voit que là, ça a été à nouveau mobilisé au service donc de la défense
d'un pouvoir colonial qui avait le droit de riposter. C'est tout à fait différent du droit de défendre ses citoyens. C'est même une obligation pour n'importe quel État que de défendre ses citoyens. Mais invoquer la légitime défense face à une action militaire lancée par une population, au sein d'une population occupée, ça n'a littéralement aucun sens, ou plutôt aussi ça a un sens politique très profond, celui d'une complicité totale avec l'autorité coloniale. Et c'est ce qu'a manifesté d'ailleurs dans un premier temps l'autorité française, comme l'ont fait les autorités européennes dans leur ensemble. Mais on citait ce titre d'un article, d'une prise de position, Gaza, la guerre de tous les records. C'est important à rappeler. À Gaza, on a battu les records de tuerie de population civile. Et là, c'est aussi, le nom de Médecins sans frontières qui parle, pas simplement du point de vue humanitaire, mais aussi du point de vue de la plateforme d'observation que représente une organisation humanitaire œuvrant sur à peu près tous les territoires, tous les terrains de conflit dans le monde. Si bien que, étant depuis très longtemps impliqué dans Médecins sans frontières, je me suis beaucoup intéressé aux questions de différenciation civile, combattants, pour voir dans quelle mesure le droit humanitaire s'appliquait aux uns et aux autres de façon différenciée, mais également à essayer de comprendre, de décrire les proportions de population civile par rapport aux groupes combattants. Et ce qui ressort non pas des estimations, mais des évaluations précises à Gaza, c'est que, grosso modo, 90% des victimes, c'est-à-dire des morts directes, je ne parle pas des victimes indirectes, qui sont morts par exemple de maladies non soignées, du fait de la guerre, ou des complications, de blessures qui n'ont pas été mortelles sur le moment, mais dont la suite dont l'évolution a été fâcheuse et a conduit vers la mort. Donc je parle des morts enregistrés, qui sont donc maintenant officiellement 71 000, y compris par les autorités israéliennes, qui ont reconnu la validité du chiffre du Hamas, ce qui en a étonné quelques-uns, et embarrassé quelques-uns également, mais qui personnellement ne m'a pas étonné du tout, car c'est la règle. J'ai d'emblée considéré comme valide, comme crédible, les chiffres de victimes, les chiffres de morts donnés par le Hamas, parce que dans toutes les guerres précédentes, et il y en a eu, en gros, il y a une guerre tous les 2-3 ans à Gaza qui fait entre quelques centaines et quelques milliers de morts tout de même. Cette guerre-là n'est que le prolongement avec une hausse dans la férocité, dans l'échelle des tueries, mais dans le prolongement des guerres précédentes. Et bien, à chaque fois, il y avait un accord entre le bilan du Hamas et le bilan de l'armée israélienne. Le seul désaccord portait sur la proportion de civils et de combattants. Les Israéliens prétendant qu'il y avait grosso modo peut-être 2 tiers de civils, mais enfin un gros tiers de combattants, voire la moitié de combattants, voire une majorité, ça dépendait des circonstances. Mais en tout cas, même lorsqu'on parle d'un tiers de combattants pour 2 tiers de civils, c'est ce qui a été la proportion avancée par les Israéliens dans une période assez longue de la guerre de Gaza, le commentaire de cette proportion, c'est qu'elle est exemplaire. Elle est exemplaire, cette proportion. Qu'aucune armée ne peut se targuer de faire si peu de dégâts collatéraux, c'est-à-dire un mort combattant pour 2 morts civiles ou 2 morts civiles pour un mort combattant. Ça montre la sollicitude, la compassion, l'humanité de l'armée israélienne. Et il suffit de comparer les soviétiques en Afghanistan, les Américains au Vietnam, en Afghanistan, en Irak et tout. Et dit comme cela, ça n'est pas entièrement faux. Ce qui est faux, c'est la proportion. La proportion, ce n'est pas 1 pour 2, c'est 1 pour 10. Et là, on est dans quelque chose de tout à fait différent, c'est-à-dire dans un conflit pratiquement sans précédent.
Ou si on peut prendre un précédent, c'est celui du génocide Tutsi du Rwanda en 1994, où là aussi on est dans des proportions de ce type-là, parce qu'il y avait un abattage méthodique des Tutsis par les milices et les forces armées rwandaises. Mais c'est donc bien à une situation génocidaire que l'on se réfère pour retrouver une proportion comme celle-ci. Et pourquoi cette proportion, je la décrivais comme étant une évaluation précise et non pas une estimation au doigt mouillé? C'est parce que les Israéliens eux-mêmes ont sorti, ça a été une fuite mais qui n'a pas été démentie, donc c'était un chiffre qui provenait des services israéliens, estimant qu'ils avaient tué 9000 combattants du Hamas. 9000 combattants du Hamas sur 72 000 civils, sur 70 000 tués dans leur ensemble, à quoi il faut rajouter environ 10 000 personnes qui sont considérées comme disparues et très probablement sous les décombres et dans les cadavres ne réapparaîtront jamais parce que c'est le chantier qui va bouleverser tout cela et qui va donc enfouir définitivement les cadavres. Mais en gros, on est à 9000 combattants pour 80 000 morts directs, c'est-à-dire une proportion de ce type-là, 12% de combattants pour 88% de civils. Voilà qui est totalement inédit. C'est ce qui donnait à certaines déclarations, je pense à l'UNICEF qui parle de la guerre de Gaza comme d'un charnier d'enfants. Et la formule est brutale, elle est choquante, elle est affreuse, mais elle est réaliste. Ce sont des milliers et des milliers d'enfants, y compris des enfants en très bas âge, qui sont morts, en gros, plus de 30 000 enfants, 20 000 femmes, et on sait que à Gaza, les femmes ne sont jamais des combattantes, pas plus que les enfants. Bref, c'est du point de vue de la mortalité, la guerre de tous les records, mais pas seulement du point de vue de la mortalité, du point de vue des destructions dans leur ensemble également. Les terres agricoles, le bétail, les rues, les canalisations souterraines de gaz, d'électricité, les archives, les universités qui, lorsqu'elles n'étaient pas totalement détruites par l'aviation, étaient minées par le corps du génie qui venait terminer le boulot, ou par les bulldozers, y compris des bulldozers de sociétés privées qui étaient contractés pour venir terminer le travail de destruction, celui qui n'avait pas été entièrement achevé par les bombardements aériens ou l'artillerie de marine israélienne. Donc, écoles, universités, mosquées, cimetières, archives, rues, au point que, par exemple, le personnel de l'SF, quand il rentrait, quand il tentait de rentrer chez lui à l'occasion, par exemple, d'un cessez-le-feu ou d'un mouvement de population, donc ce n'est pas qu'ils ne reconnaissaient pas leur maison, c'est leur quartier entier qu'ils étaient incapables de localiser, car il s'agissait d'un tas de décombres, de gravats dans lesquels plus rien n'était, ou quasiment plus rien, n'était reconnaissable, en tout cas bien souvent. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la société qui est détruite, c'est la possibilité de se projeter dans le futur, la possibilité de faire corps en tant que société par un certain nombre d'institutions religieuses, culturelles, éducatives, administratives. Tout cela est littéralement bousillé par l'armée israélienne qui a procédé de façon méthodique. Ce ne sont pas simplement des bombardements un peu hasardeux, des tirs qui n'ont pas atteint tout à fait leur cible. C'est une entreprise de démolition générale qui se poursuit maintenant à Gaza, comme ça a été à juste titre rappelé dans le propos introductif. On détruit des maisons, on détruit des routes, on exproprie des gens tous les jours. On commence à chercher des noises à la presse. Là, dans le Haaretz du jour, était indiqué qu'un journaliste italien qui en était à son 16e voyage en Israël-Palestine s'est vu refoulé parce qu'il est
selon l'expression israélienne, one-sided. Il est unilatéral, il n'est pas équilibré dans ses reportages. Il a parlé, figurez-vous, d'apartheid et de génocide. Alors, évidemment, c'est pas tout à fait équilibré. Alors, c'est un premier journaliste qui est refoulé, d'ailleurs, refoulé sur le pont Allenby, c'est-à-dire il passait de Jordanie en Cisjordanie, là où, théoriquement, selon, par exemple, la France, qui a reconnu l'État de Palestine, seule l'autorité palestinienne devrait s'exercer. Mais c'est l'autorité israélienne, l'autorité d'immigration israélienne, qui contrôle évidemment les passages entre la Jordanie et la Cisjordanie, et donc qui refoule ce journaliste, mais également de manière à peu près méthodique des équipes humanitaires qui, comme vous l'avez vu, sont maintenant expulsées pour une grande partie, enfin 37 d'entre elles, dont Médecins sans frontières, évidemment. Je dis évidemment parce que Médecins sans frontières a été la plus vocale, la plus l'ONG ayant une forte activité sur le terrain, qui de plus parlait d'apartheid, de génocide, de massacre, et qui témoignait donc de ce qui se passait sur le terrain, ce qui a valu à Médecins sans frontières une campagne de dénigrement qui est toujours en cours aujourd'hui. Quand on tape Médecins sans frontières sur Google, la première chose, Médecins sans frontières, pas MSF, Médecins sans frontières, sur Google, la première occurrence, c'est un rapport qu'ont fait les Israéliens contre Médecins sans frontières, nous accusant d'avoir des choses à cacher, d'abriter des terroristes, de ne pas être neutre, de vouloir délégitimer l'État israélien, bref, les trucs habituels, les grossièretés habituelles de la propagande israélienne. Voilà, donc ce qui se passe à Gaza est en train de se prolonger en Cisjordanie. Ça ne dit déjà pas rose. En Cisjordanie, ça devient littéralement infernal. Je parlais de ces colons qui maintenant détruisent un quartier entier. C'est dans la Saterrieta. Il y a cet endroit où a été tourné le film Noah's Land. Ce film, enfin, je vois que beaucoup l'ont vu ici. Ceux qui ne l'ont pas vu, je les encourage à aller voir parce que voilà ce qui donne, voilà un film qui décrit ce qu'est la colonisation au sens le plus concret du terme. Moi, par exemple, qui parle de la colonisation régulièrement, quand j'ai vu ce film, ça fait assez longtemps que je ne suis pas allé en Israël, je ne peux pas y aller, je me suis bloqué, bref, je ne rentre pas dans le détail, mais qui ne suis pas allé depuis longtemps, je parle de la colonisation et j'ai l'impression de savoir de quoi je parle. Mais quand j'ai vu ce film, j'avais la gorge littéralement nouée devant ce qu'est la réalité quotidienne de la colonisation. Le mot finit par dessécher la chose, si j'ose dire, à force d'être répété. C'est pour cela que la mise en image au long cours, où l'on voit les incursions répétées, ce qu'est la vie d'un groupe de Palestiniens de cette petite agglomération de Massafer Yatta, ça rafraîchit les esprits, si j'ose dire. C'est littéralement accablant, mais c'est en plus une très belle histoire d'amitié naissante qui se greffe sur cette histoire du large donc, de Massafer Yatta. Et c'est là que des colons sont venus à nouveau détruire des maisons. Et ce qui est frappant, ce qu'on voit, ce qu'on voit en devine en regardant ce film, c'est le fait que ces violences du quotidien, cette stratégie d'étranglement, d'asphyxie, ce harcèlement permanent que les colons et l'armée, enfin les colons sous protection de l'armée exercent sur la population palestinienne, tout cela est relativement silencieux. Ça fait l'objet de pas mal de reportages sur Arte, a toute une bibliothèque de reportages tout à fait remarquables. Il faut féliciter Arte pour avoir fait ça, mais Arte est Arte, c'est peu de choses. Enfin, peu de choses du point de vue de l'audience, je veux dire. C'est pas peu de choses du point de vue de la qualité, naturellement. Mais dans les journaux pointeurs, dans l'ouverture des journaux radio, on n'entend pas
ces choses-là. Ce que l'on entend en provenance de là-bas, c'est quand il y a une attaque terroriste, avec ou sans guillemets. Les attaques des Palestiniens sont toujours considérées comme terroristes, y compris quand elles s'attaquent, quand c'est par exemple un détachement militaire qui est attaqué par des Palestiniens. Le vocabulaire israélien est repris à leur compte par les journalistes qui rendent compte ici, peut-être pas forcément par conviction, plutôt par facilité ou par manque de réflexion, mais en tout cas on peut dire que quand il s'agit quand un commando, un groupe armé palestinien attaque des soldats en train de se des soldats israéliens, c'est un acte de résistance, point. Il n'y a absolument aucune discussion possible là-dessus. Si bien qu'il y a d'un côté les terroristes et de l'autre côté les victimes des terroristes. Une inversion, je parlais d'une inversion tout à l'heure avec la démocratie, etc. Là aussi, on voit une inversion constante disons, due à la capacité des Israéliens à se victimiser sans cesse. Ils occupent, ils dépossèdent, ils exproprient, ils tuent, ils torturent, et ils arrivent en plus à se faire passer pour des victimes. Donc ça, c'est le miracle. Évidemment, il y a tout un fond historique européen, il y a la Shoah, mais il y a quelque chose de particulièrement révoltant à voir le supplice de la Shoah mobilisé au service d'une politique coloniale faite de torture et de supplice à leur tour. Il y a une obscénité là que je trouve, qui selon moi n'est pas assez souvent soulignée. Voilà, mais je vais en rester là pour laisser de la place à la discussion. Je voudrais néanmoins dire deux mots là, avec des noms propres, Francesca Albanese et Marwan Barghouti. J'étais vraiment très, très heureux de voir le nom de Marwan Barghouti affiché en grand. Là, il me semble que sans être enclin au culte de la personnalité, c'est vraiment pas mon défaut principal. Je pense qu'il faut incarner la lutte des Palestiniens et que Marwan Barghouti est la personne la plus à même d'incarner le combat palestinien. Et je dis cela, c'est pas l'endroit où le dire, puisque ici, manifestement, c'est l'opinion des organisateurs, et je les rejoins. Je dis cela parce que je constate que bien souvent, ça n'est pas le cas. Je fais un certain nombre de conférences, de rencontres comme ça, et le nom de Marwan Barghouti est bien souvent familier au public qui assiste à ces conférences, et pour cause, mais il n'est pas mis en avant. Seul l'UMA, rendons-lui l'UMA, le journal l'UMA, a depuis des années fait campagne constamment, incessamment, pour mettre en avant la personnalité de Marwan Barghouti sous les auspices du Nelson Mandela palestinien. Ce qu'il est réellement à tout point de vue, absolument à tout point de vue, du point de vue intellectuel, du point de vue politique, du point de vue du courage physique, de la détermination, de la popularité. Vraiment, c'est impressionnant de voir à quel point ces deux personnages sont proches l'un de l'autre, ajoutant aussi que Mandela a dit cette façon. Nous ne serons pas libres autant que la Palestine ne sera pas libre. Donc cette proximité de Mandela avec la Palestine, elle est bonne à rappeler, mais je pense qu'elle est dans l'esprit de tout le monde. Bref, Marwan Barghouti, c'est l'homme qui peut le mieux incarner cette situation coloniale et cette exigence de libération anticoloniale. Et puis il y a un autre nom, alors sans doute moins prestigieux, mais une personne qui n'est quand même pas moins courageuse dans son genre, dans son espace, qui est Francesca Albanese, qui est aujourd'hui la cible donc d'un groupe de députés mené par la successeur de Meir Habib, Carole Yadan, cette femme qui veut empêcher qu'on parle de génocide au sujet de Gaza. Parler de génocide, ce serait être antisémite. Son projet de loi a toutes les chances d'être retoqué. Enfin, il a déjà été très fortement amendé et je n'ai pas suivi de près la situation. Enfin, je pense que ça ne passera pas. Heureusement, ce sera une tentative de plus, mais c'est elle qui a accusé Caroline Yadan de faire pratiquement un discours nazi sur Al Jazeera, suscitant la réaction de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères,
qui a tenu un discours proprement délirant sur Francesca Albanese. Donc j'en profite pour saluer le courage, la détermination, l'énergie de Francesca Albanese, qui fait preuve d'un engagement admirable et qu'à mon avis il faut soutenir aussi. Qui est déjà, absolument, oui, je me rappelle qu'elle fait déjà l'objet de sanctions. Elle qui est en plus de la famille aux États-Unis, qui ne peut plus y aller, et dont les proches sont éventuellement susceptibles eux aussi de tomber sous le coup de sanctions, de peines, par exemple d'amende, qui peuvent se monter jusqu'à $1 million, enfin des choses totalement folles, qui vont avec la folie que l'on observe par les temps qui courent, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. Voilà, donc j'en termine là, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos commentaires.